d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tai hakri andar la shari. Larle kautoni andar na. La tobia tak tak. Larnangar la hata shaurule hitam da fahadir. Elo takani Yeshua. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Il n'y aura pas d'élection. Ce que je vous dis là. Écrivez ça et puis gardez. Kuratatai. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. De vous le dire comment? Laissez les jours, laissez les minutes, laissez les heures qui passent, qui s'écoulent. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Je dis, le 25 là, il n'y aura pas d'élection. Et ce que je suis en train de vous dire, parce que je sais que ça va se passer, ne tournez pas vos regards vers moi. Ne tournez pas vos regards vers moi. N'ayez pas une très haute opinion de moi. Ne me voyez pas comme quelqu'un de particulier, quelqu'un d'extrêmement consacré ou quelqu'un de saint. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de plus consacré que les prophètes de la Côte d'Ivoire. Non. Je ne prie même pas que. Je ne gêne même pas que. Je suis un homme simple qui a trouvé grâce, miséricorde devant Dieu. Miséricorde. Je n'ai aucun diplôme, mais aussi vrai que je marche sur la terre ferme, aussi vrai que mon appel de prophète est vrai, pur, authentique, je vous le dis, il n'y a pas d'élection cette année 2020. Alassane Dramane Ouattara, on ne lui mettra pas la chaîne qu'on met au chef d'État élu. On ne lui mettra pas le ruban qu'on met au chef d'État élu. Ça n'arrivera jamais, ça n'aura jamais lieu. Parce qu'il n'y aura pas élection au 25, à la date du 25. Je vous le dis et je vous le répète. Alassane Ouattara sera pris. Son frère sera pris. Son arrogance, l'arrogance dont il se glorifie, le mépris qu'il y a dans ses propos quand il parle, Dieu va lui rappeler qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Écoutez-moi très bien, sa femme sera prise. Il n'y aura pas d'élection. Je vous le dis dans quelle langue? De vous le dire dans quelle langue? Vous m'avez vu sortir mes dédits. Vous m'avez vu depuis 2023 où le Saint-Esprit a pris mon esprit et m'a montré les événements en cours et en phase d'arrivée en Côte d'Ivoire. J'ai vu les manifestations éclater que vous êtes en train de voir en ce moment. J'ai vu tout ça. J'ai vu toute cette série jusqu'à ce que ça va être. J'ai vu tout ça jusqu'à comment il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Je répète que Alassane Dramane Ouattara n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. C'en est fini pour Alassane Ouattara. Et Dieu leur a donné des signes évidents, mais ils ont été assez aveugles pour voir et comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne rapidement quelques signes. Vous n'avez pas constaté que tous ceux qui ont amené Alassane Dramane au pouvoir, tous ceux qui lui ont aidé sont tous tombés? Goodluck Jonathan, qui a perdu les élections au Nigeria, qui demandait récomptage de voix, que lui il refusait ici, qu'il refusait en Côte d'Ivoire. Ce Goodluck Jonathan n'est-il pas tombé? Abdoulaye Wade n'est-il pas tombé? Blaise Compaoré n'est-il pas tombé? Jean Ping n'est-il pas tombé? Si on veut citer, on ne va pas quitter là. Le dernier en date qui devait tomber, c'était Sarkozy. Sarkozy, qui devait tomber, c'était Sarkozy. Sarkozy va en prison le 21 octobre. Retenez bien, il va en prison le 21 octobre. Et à la date du 25,
Alassane n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucune élection. Alassane sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Ce que je vous dis là, écrivez, gardez. Écrivez, gardez. Écrivez, gardez. Vous saurez qu'en ces temps-ci, Dieu a suscité une voix prophétique pour s'adresser à toi, Côte d'Ivoire. Tu m'entends? Tu m'entends? Fortifie-toi et prends courage. Après ces signes que je t'ai donné de la chute de tous ceux qui ont aidé Alassane, je t'ai dit qu'il reste le seul en liste. Sa chute est actée. Sa chute là, elle est actée. Sa chute n'est même pas un arrêté. Sa chute, je répète, n'est pas un arrêté. Sa chute n'est même pas une volonté parfaite. Sa chute n'est même pas un décret. Sa chute est une souveraineté absolue. Dans la dimension prophétique, il y a des degrés. Et je vous ai cité quelques degrés des dimensions prophétiques. Il y a l'arrêté, il y a la volonté parfaite, il y a des décrets, il y a la souveraineté absolue. Et je vous dis, j'ai assisté au conseil divin. J'ai pris part, pour vous, Côte d'Ivoire, j'ai pris part au conseil divin. Par grâce, par pure grâce. J'ai écouté tous les délibérés du conseil. Et je vous dis et je répète, Ouattara n'est pas le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est pas un arrêté. C'est une souveraineté absolue. Une souveraineté divine. Absolue. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc que votre cœur soit en paix. Leur répression, ils font sur les manifestations, sur les manifestants, la violence qu'ils exercent là, laissez-les, ils sont à l'agonie. Et lui-même, il le sait. Et où je vous parle, actuellement, sa santé fébrile de plus en plus, de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, sa santé fébrile. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On est obligé de lui faire toutes sortes de traitements pour que vous le voyez juste s'arrêter là pour pouvoir vous sortir ce qui vous sort. Le type, ça ne va pas. Mais laissez ce côté. Je le répète. Alassane Ouattara n'est pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Écrivez ça, gardez. Écrivez, gardez. Écrivez, gardez. On saura si Dieu a donné à la Côte d'Ivoire un prophète ou pas. On saura si Dieu a donné à la Côte d'Ivoire un prophète ou pas. Restez focus sur ce que moi je vous ai dit là. Ce que moi je vous ai dit là. Restez focus sur ça. Bouchez vos oreilles à gauche, à droite, de toutes sortes de bruits pouvant venir vous perturber. Restez focus sur ça. Vous m'avez vu venir me dédire. Vous m'avez vu venir me dédire depuis 2023. Vous m'avez vu venir me dédire. Restez calme. C'est Christ, c'est le Seigneur lui-même qui mène ce combat pour vous. Il n'y aura pas d'élection cette année 2025. Le pouvoir d'Alassane est fini. Il est fini. Son pouvoir est fini. Son pouvoir est fini. Tous ses ministres le savent. Son équipe le sait. Tous ces gens autour de lui le savent. Son pouvoir est fini. Je vous parle comme prophète du Dieu vivant. Et je dis, aussi vrai que mon appel est vrai, aussi vrai que le ciel est au-dessus de notre tête à nous tous, je dis le 25, il n'y aura jamais eu élection en Côte d'Ivoire. Regardons tous et puis on va voir. À qui Dieu a parlé, à qui Dieu a donné mandat pour parler sur la nation. Et en son nom, l'arning rahadru haster, les karuandikai, la dur les had la khan, l'oreach tomashmir ya yeshua al-mashia warhad al-amir, o khan rakani, la riri antakani, la duri antakani, bar hatar wargi hir, da kandur sharu, la kar, arnging rahaduramir, wahadir shar, il tardori hita, yarkutul fanduri andamara wahatabir, akma wahashadi, il katur kandafa adal Hashlahwab, Andero Wandurakira, Tabiri, Ay, Kai, Lohandra Wahanta Kuri, Yeshua Mashia Warhandra Lehandur Takandra Shira, Ira, je vous le dis, je vous le répète, je vous caille, il taktura, l'arlir taktura, il toni kani nishnamni, l'ar ilom takur, ya, krashlach, landing rahatawa. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Il se leurre, il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. J'ai parlé
j'ai parlé au nom du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. On saura si mon mandat me vient de Dieu ou si mon mandat ne vient pas de Dieu. On saura qui est la voix prophétique. Tau 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 takaba yak makamashmadu ibras takte yai isuria. Écoutez-moi très bien. Pragi ah kakakai la kuriaka. Écoutez-moi très très bien. Écoutez-moi très très bien. Soyez en paix. Soyez en paix. Ivoiriens, soyez en paix. Soyez en paix. C'est Dieu qui mène votre combat. Ils avaient prévu un génocide. À la vérité, c'est ça. Ils avaient prévu un génocide. Ils avaient caché des armes. Ils avaient prévu un génocide. Mais Dieu est en train de les dribbler. Dieu est en train de faire tomber à l'eau leur plan. Façon, eux, ils voyaient et ils pensaient la chose là. C'est pas comme ça, c'est en train de se passer. Donc, du coup, eux, ils sont là. Dans leur calcul, c'est pas comme ça. Ça doit se passer normalement. Oh, je suis en train de vous dire là. Je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ a brisé ce pouvoir. La main du Dieu très haut, le Dieu d'Élie, par l'esprit d'Élie, je parle. Et je vous dis, le Dieu vivant que je sers, le Dieu vivant que je sers a brisé ce pouvoir. Il a ébranlé ce pouvoir. Et je termine en vous donnant ce signe qu'ils n'ont même pas pu apercevoir. Ce autre signe, le jour de l'ouverture de la campagne qu'ils ont commencé, où vous avez vu, je ne sais plus, les manifestants, les Ivoiriens voulaient manifester le 11 décembre, et du moins le 11 octobre, et ils ont fait une répression barbare, etc. Et vous avez vu, lui-même, ce même jour, était en campagne à Daloa. Vous avez constaté que la pluie, le ciel sur lui à Daloa était noir, obscur, mais, excusez-moi, obscur à telle enseigne que vous n'avez pas idée. Le ciel était obscur, des grondements de tonnerre, une pluie s'est déversée sur eux. Et il y a un fait qui s'est passé. Ils ont pris, tout le peuple qui était là a pris une chaise et ils ont tous mis chacun leur chaise sur leur tête. Vous savez ce que ça symbolise? Spirituellement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Mystiquement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Spirituellement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Traditionnellement même parlant, vous savez ce que ça veut dire? Un roi parle, un chef parle, le chef parle, et il y a l'orage au-dessus de sa tête, d'une violence, la pluie qui tombe, on entend des tonnerres, et le peuple qui écoute enlève leur chaise en bas de tout le monde à l'unisson, unanimement, comme si quelqu'un leur avait passé le mot. Eux tous enlèvent leur chaise et ils mettent sur leur tête. Si vous avez la séquence là, si vous avez cette vidéo là, prenez cette vidéo là et puis partagez-la pour montrer ça aux gens. Ils n'ont pas compris que ça c'était un langage grave. Ils n'ont pas compris que prendre une chaise, soulever ça en bas de soi et puis mettre ça sur sa tête pendant qu'un chef parle, pendant qu'une autorité parle, pendant qu'un roi parle, ils ne savent pas le sens prophétique de ce qui s'est passé. La chaise, spirituellement, c'est quoi? La chaise, spirituellement, représente le trône. La chaise, également, représente la stabilité, l'équilibre. La chaise, je répète, spirituellement, représente le trône. La chaise représente le trône. Écoutez-moi bien, lui-même, quand il s'assoit là, il s'assoit sur une chaise. Et la chaise représente le trône. La chaise représente un soutien. La chaise, c'est l'équilibre. La chaise, c'est le soutien. La chaise, c'est un appui. La chaise, écoutez-moi très bien, c'est l'équilibre. C'est ce qui te permet d'être en équilibre, d'être assis en équilibre. Vous me suivez? Et le peuple prend la chaise, ils enlèvent en bas d'eux et puis eux tous mettent sur leur tête. Il n'a pas compris que le peuple venait de lui dire, ton fauteuil t'a été ôté, ton trône t'a été arraché.
Votre journal Afrique du samedi avec au sommaire ce soir les bus des lignes Diarra Transport bientôt de retour sur les routes au Mali. Autorisation entre guillemets donnée par le JNIM. Mais le groupe djihadiste pose ses conditions, parmi lesquelles l'obligation du port du voile ou du hijab pour toutes les voyageuses. Serge Daniel nous attend pour en parler. Les indépendants, la présidentielle en Guinée du 28 décembre prochain suscite les vocations de nombreux candidats sans parti veulent tenter leur chance. Nous en avons rencontré quelques-uns dans leur parcours du combattant. Et puis, Slimane et Marie découvrent L'argent, une BD ludique autour du rôle de l'argent au quotidien, et cela à travers les aventures de 2 enfants et de leurs parents. À l'origine de cette bande dessinée, Laetitia Ncho Traoré, elle est notre invitée. Bonsoir et à tout à l'heure. Et bonsoir à tous. La reprise sera progressive. La société de bus de transport de passagers, Diarra Transport, très connue au Mali, va reprendre ses rotations. Sans doute la semaine prochaine. Des activités suspendues à cause des attaques contre ces véhicules, des violences attribuées au groupe terroriste JNIM. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les bus vont-ils pouvoir reprendre la route? Le point Luc Hortel, Gaylor Longo. Ils sont sortis dans les rues pour célébrer la nouvelle. Après plus d'un mois d'interruption, la compagnie Diarra Transport va officiellement reprendre l'ensemble de ses activités le 23 octobre sur fond de vives tensions sécuritaires. Une annonce faite à sa clientèle dans un communiqué publié ce vendredi. Les départs reprendront à partir du jeudi 23 octobre 2025. Toute l'équipe de Diarra Transport est heureuse de vous retrouver. La suspension de la compagnie intervenue début septembre faisait suite à une série d'attaques violentes attribuées au groupe terroriste JNIM. Plusieurs bus avaient été incendiés, des passagers enlevés. Le groupe accusait Diarra Transport de complicité avec les autorités de Bamako. Des camions-citernes avaient également été ciblés par le JNIM, provoquant une pénurie de carburant dans le pays. En réaction, les autorités maliennes avaient notamment annoncé la mise en place de convois militaires pour protéger les camions transportant du carburant. Pour pouvoir reprendre son activité, la direction de Diarra Transport a demandé pardon au groupe armé. La société devra désormais respecter de nouvelles règles. Le JNIM a annoncé avoir levé son blocus en échange de 2 conditions. La neutralité de la compagnie et l'obligation pour toutes les femmes voyageant de porter le voile islamique, quel que soit le moyen de transport. La condition pour obtenir notre pardon, c'est de ne plus s'ingérer entre nous et les FAMA. Si quelqu'un monte dans vos cars, ce n'est pas de votre rôle de soupçonner la personne. Que vous connaissiez la personne ou pas, vous devriez l'amener à destination. Le deuxième point ne concerne pas que Diarra Transport, mais tous les usagers de la route. Que tous ceux qui voyagent, à commencer par les cars, les minibus, les voitures personnelles, les cyclistes, les motos, les charretiers, n'embarquent pas les femmes qui ne portent pas le hijab complet. Pour le JNIM, l'objectif revendiqué du blocus routier est clair, asphyxier la capitale Bamako et démontrer que sa force de nuisance n'est pas limitée aux régions. Et nous nous arrêtons sur cette affaire avec Serge Daniel, notre correspondant TV5 Monde pour le Sahel. Bonsoir Serge. Que sait-on de plus? Sait-on par exemple comment Diarra Transport a réussi à convaincre les djihadistes? Alors, il y a eu 2 étapes. La première étape, c'est que Diarra Transport a officiellement, dans une vidéo, s'est adressé aux djihadistes en disant « Voilà, nous ne sommes là que pour travailler, pour gagner notre vie. Nous vous demandons de revoir les conditions, de ne plus brûler nos bus. Nous vous demandons pardon. » Donc, pardon qui a été demandé d'abord par une responsable de la compagnie. Elle était voilée lorsqu'elle parlait. Et ensuite, il y a eu des émissaires qui ont été envoyés aux djihadistes. De leur côté, les djihadistes ont publiquement posé 2 conditions. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'abord que la compagnie Diarra Transport ne s'occupe plus des problèmes entre le JNIM, le groupe de soutien à l'islam, et aux musulmans, donc les djihadistes et le gouvernement malien. Les djihadistes soupçonnaient les responsables de la compagnie de livrer des éléments du JNIM qui voyageaient à bord de cette compagnie. Il fallait que ça cesse. Mais surtout, l'autre décision importante, l'autre condition, c'était de demander aux femmes de se voiler. Et là, visiblement, puisque la compagnie reprend ses activités, c'est que la compagnie a dû accepter toutes ces décisions du JNIM qui contrôle le terrain, cette fois-ci, non pas au nord, mais au centre et même au sud du Mali.
Alors, si à cette reprise prochaine des activités de Diarra Transport, il y a toujours le problème de la pénurie d'essence. Comment les autorités entendent régler ce problème ? Alors, il y a une tentative du ministre du Commerce du Mali de rencontrer les opérateurs économiques pour leur dire, de dire, allez, il faut livrer le camion, il faut livrer les camions de citerne, il faut livrer le carburant. Mais en fait, le gouvernement malien est plutôt bloqué. Vous savez que le Mali n'a pas de façade maritime. L'essence, notamment, vient de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Ce sont deux axes routiers qui sont totalement contrôlés par les djihadistes aujourd'hui. Et vous avez des localités comme le Massina, vous avez comme Gao, comme Mopti, comme Koro. Ces localités sont plongées en grande partie dans le noir parce qu'il n'y a pas de carburant. Donc la situation devient extrêmement difficile au Mali et le gouvernement malien, les autorités maliennes ont plutôt grand mal à maîtriser la situation et on ne sait pas ce qui va se passer dans une semaine ou dans 2 semaines. Précision de Serge Daniel, correspondant TV5 Monde pour le Sahel. Merci. Direction Khartoum au Soudan. La capitale et les localités des environs sont repassées sous le contrôle de l'armée il y a quelques mois. Les combats contre les paramilitaires des FSR sont maintenant terminés. Et donc, petit à petit, les populations déplacées retournent à Khartoum, une capitale meurtrie et méconnaissable. Un reportage de nos confrères d'Arte signé Fabien Fougère, Faris Mustafa. C'est une capitale qui ressemble à une ville fantôme. Après 2 ans et demi de guerre, Khartoum est détruite. Même les mosquées et le palais présidentiel ont été ravagés. Dans les quartiers résidentiels, les habitants commencent à revenir depuis quelques mois. C'est le cas de Mohamed Faisal, 28 ans. C'est ici qu'on vivait. Les paramilitaires des forces de soutien rapide qui occupaient Khartoum ont pillé et saccagé des milliers de maisons. On a grandi dans cette maison. Je suis un peu geek, donc j'avais un ordinateur et un écran et tout était là. Il n'y a plus rien maintenant. Dans le quartier, il n'y a plus d'eau ni d'électricité. Les habitants viennent s'approvisionner dans cette vieille canalisation. La famille de Mohamed a trouvé refuge dans la maison épargnée d'un voisin qui n'est pas encore revenu. En tant que Soudanais, on a appris à se relever à chaque fois qu'on tombe. Il faut continuer et vivre notre vie. Dans la localité voisine, à Omdurman, les marchés ont rouvert. Les camions arrivent chargés de riz, de lait ou de sauce tomate. Mais avec l'inflation, les prix ont doublé, voire triplé. Autre problème, seulement 3 hôpitaux sur une vingtaine fonctionnent encore. Sur les lits, par terre, vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de patients que de places disponibles. À Khartoum, il n'y a plus de combat. Pourtant, les victimes continuent d'affluer, comme ces enfants. Ils ont trouvé des restes des combats qui n'avaient pas encore explosé. Et ils ont joué avec ça. Lui a perdu sa jambe. Petit à petit, les habitants reviennent dans la capitale. Mais la fermeture de l'aéroport de Khartoum complique les retours. Lourdement endommagé dès le début de la guerre en avril 2023, il est toujours en cours de reconstruction. Les esprits s'échauffent. En Côte d'Ivoire, à une semaine du scrutin présidentiel, des tensions entre les autorités et l'opposition, dont les candidats ont été exclus de l'élection, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam, des partis qui, du coup, n'ont plus vraiment le droit de se faire entendre dans les rues. Explication, Christelle Pire. Les meetings et les manifestations des partis politiques sont interdits jusqu'à mi-décembre, sauf ceux des 5 candidats retenus pour l'élection présidentielle. Les autorités ivoiriennes avaient déjà interdit les manifestations qui contestaient les décisions du Conseil constitutionnel. Depuis la marche interdite samedi dernier qui a été dispersée par les forces de l'ordre, les 2 principaux partis d'opposition, le PDCI et le PPACI, ont appelé à manifester tous les jours. Il y a eu quelques blocages d'écoles, des barrages sur
sur certaines routes du pays. En une semaine, environ 700 personnes ont été arrêtées. Et lundi dernier, à Beaunois, un homme a été tué par balle. La police a ouvert une enquête. L'opposition dénonce une répression. Selon le PDCI, à Abidjan et à Dabou, 50 personnes qui avaient été arrêtées lors des manifestations samedi dernier ont été condamnées à 3 ans de prison ferme. De son côté, Amnesty International a appelé les autorités ivoiriennes à protéger et respecter le droit de manifester, dénonçant, je cite, des interdictions générales disproportionnées et des arrestations massives. Le gouvernement ivoirien a répondu que le droit de manifester peut être restreint dans l'intérêt de la sécurité nationale. Il a affirmé que les marches n'étaient pas pacifiques et qu'elles avaient pour but d'empêcher la tenue de l'élection présidentielle. Le Forum Création Africa 2025 s'achève à Lagos, au Nigeria. 3 journées pour valoriser les industries culturelles et créatives africaines, mais aussi les talents émergents. Présent sur place, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a été interpellé sur le massacre de Thiaroye en 1944 au Sénégal et notamment sur un rapport accablant pour l'armée coloniale française remis au président sénégalais Bassirou Faye. On écoute M. Barrot. La France ne détourne pas les yeux de sa propre histoire et a engagé avec le Sénégal, mais aussi avec un certain nombre d'autres pays africains, un travail de mémoire. Nous allons prendre connaissance de ce rapport et nous nous tenons prêts à coopérer avec le Sénégal, les autorités sénégalaises le savent, pour que les travaux de recherche puissent éclairer ce qui s'est passé ce jour-là. En Guinée, les candidats pour la présidentielle du 28 décembre prochain se déclarent et ils sont déjà plus d'une soixantaine, car en plus des leaders de partis connus, il y a aussi des candidats indépendants et pour eux, le parcours vers le scrutin est bien plus compliqué. Reportage TV5 Monde à Conakry, Abdulrahman Ba, Laure de Matos, Gaylor Lango. Lorsqu'il a appris que les candidats indépendants seraient admis à la présidentielle du 28 décembre, Thierno Diallo n'a pas hésité bien longtemps. Il compte mettre à profit sa solide expérience dans la finance à l'international, notamment au sein des banques africaines et islamiques de développement, pour relever son pays. Faire de la Guinée un pays développé en une génération. On ne se bat pas pour un mandat, on se bat pour mettre un socle. Il faut transformer le pays, il faut transformer la façon dont on travaille aujourd'hui. Thierno Diallo n'a donc pas été investi par un parti dûment enregistré en Guinée. Et c'est une nouveauté permise par la nouvelle constitution promulguée le 26 septembre. Mais il y a des conditions spécifiques aux candidats indépendants pour qu'ils puissent prendre part au scrutin. Il va leur falloir aller chercher des parrainages répartis sur au moins 70% du territoire et auprès d'au moins 30% de ce qu'on appelle ici des délégations spéciales qui dirigent les communes. Il n'y a plus de maires élus en Guinée depuis 2022, peu après la prise de pouvoir de Mamadi Doumbouya. Les délégations spéciales aussi sont nommées. Alors, tout candidat qui n'est pas dans l'esprit, notamment du pouvoir, de facto, ne peut pas avoir des signatures au niveau des mairies. Vous êtes candidat indépendant, vous n'avez pas de représentation, notamment en province. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre part à ces élections. Des détails qui ont été connus il y a une semaine seulement, lorsque le code électoral, pourtant promulgué le 27 septembre, a été rendu public. Un texte qui, selon plusieurs acteurs politiques, comme le leader du PNV, lui aussi candidat déclaré, est en contradiction avec la Constitution sur plusieurs points. Lui demande le report de la présidentielle. Qu'il a été demandé aux gens de présenter leur candidature bien avant que le code électoral ne soit disponible. Ça, c'était une erreur grave. Le président doit revoir, au nom de la paix et de la tranquillité, qu'on puisse revoir la date de cette élection et s'atteler plutôt à mettre en place les institutions issues de cette nouvelle constitution. Vendredi, un poids lourd de la politique guinéenne est allé plus loin encore, en saisissant la Cour suprême. Le président du bloc libéral a lui aussi relevé des incohérences dans le code électoral. Il a demandé son annulation auprès de la Cour, ainsi que la dissolution de la DGE, la Direction générale des élections. La DGE doit être mise de côté et qu'on mette, c'est-à-dire qu'on écrive la loi portant organisation et fonctionnement, n'est-ce pas, de l'organe indépendant de gestion des élections,
et qu'on mette cet organe en place pour nous produire des élections auxquelles on peut croire. L'organe en question, l'Autriche, pourtant prévu par la Constitution, n'a toujours pas été mis sur pied. À la place, subsiste l'ADGE qui a organisé le référendum constitutionnel en septembre. Elle dépend directement du gouvernement et va continuer de jouer son rôle jusqu'à la constitution de l'Autriche. Que reste-t-il du projet de révision de la Constitution en RDC? Il se dit qu'une modification du scrutin présidentiel était envisagée. La fin du suffrage universel direct et un passage à une élection via des grands électeurs comme en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Dans l'opposition, le parti en vol dénonce une manœuvre qui permettrait à l'actuel président Tshisekedi de rester au pouvoir après son deuxième mandat. Écoutez. Nous sommes contre le changement de la Constitution. Il n'y a aucune raison aujourd'hui, en dehors de l'intérêt personnel de M. Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir, de pouvoir toucher à la Constitution. C'est pourquoi nous en appelons au peuple congolais, toutes tendances confondues, de pouvoir sauvegarder cette République. Sauver la République, ça veut dire se mobiliser pour préserver et sauver cette Constitution des atteintes que veulent lui porter le pouvoir aujourd'hui. Les autorités de République démocratique du Congo et de l'Ouganda se retrouvent en ce moment à Butembo, dans l'est de la RDC, pour le forum de connexion commerciale. Sur place, plus de 80 chefs d'entreprise jouent le jeu d'un nouvel accord de coopération économique dans cette zone post-conflit. Cela concerne l'agro-industrie, le commerce, l'énergie, le transport et les finances. Les sports, c'est déjà la 6e édition de la Basketball Africa League qui s'annonce pour début 2026. Cette compétition parrainée par la NBA et la FIBA, la Fédération internationale du basket, prévoit de jouer les finales à Kigali, au Rwanda.